Allons-y. C'est bon. Bien. Bon, bienvenue donc, pour cette audition dans le cadre d'une séquence sur les partenaires sociaux des États généraux de l'information. Évidemment, on va vous écouter quelques instants pour un propos liminaire et puis ensuite échanger si vous en êtes d'accord. Je vous le présente en deux mots. Iman Araoui, vous êtes secrétaire générale adjointe de la CFTC et vous êtes accompagné de Gérard Olubovic, qui est journaliste spécialiste de l'IA. Juste pour une précision, le groupe 3, donc le groupe chargé de l'avenir des médias d'information, enfin des médias d'information, a déjà auditionné l'ensemble des syndicats de journalistes, pour une audition, je crois, de près de 3 heures, c'était il y a plusieurs semaines. Nous avions par ailleurs, avant même, au moment du lancement des États généraux, une réunion avec l'ensemble des syndicats de journalistes. Donc là, le cadre de cette audition dépasse le journalisme et nous avons contacté en tant que centrale syndicale nos secteurs, parce qu'il nous semble important, dans le cadre des États généraux d'information, de discuter avec les responsables politiques. On aura une séquence d'audition avec les dirigeants des partis politiques, mais aussi les parlementaires. Alors, évidemment, les parlementaires avec qui on a déjà eu une séquence d'audition et les acteurs économiques et sociaux, et particulièrement les partenaires sociaux. C'est ce qui nous réunit aujourd'hui. Merci à vous. Et puis, je vous laisse la parole. Merci à vous. Alors, tel que je vous précisais en aparté, nous ne sommes pas des experts sur les 10 priorités que les EGI se sont fixées. En revanche, il apparaît essentiel, en tout cas à la CFTC, de vous faire part de notre constat sur le plan social, éthique et juridique de vos priorités et remettre au cœur des discussions véritablement le statut de journaliste, les prérogatives qui sont les siennes, comparativement à celles des influenceurs qui, à ce jour, peuvent être perçus par une jeune population comme exerçant le même métier. C'est également le cas de certains chroniqueurs ou d'éditorialistes, pas toujours experts sur les sujets qu'ils traitent et qui souvent sont parfois soucieux de divertir plutôt que d'informer. Je rappelle un petit peu l'anglicisme, l'infotainment, qui résume à lui seul les menaces qui peuvent peser sur le métier de journaliste. Alors, comment véritablement donner les conditions matérielles et humaines aux journalistes pour continuer à remplir leur mission principale, celle de fournir une information vérifiée, de qualité, dans un monde en mutation permanente, notamment par une profusion, voire une omniprésence des réseaux sociaux, comment regagner la confiance des Français, comment démêler l'information de l'intox, comment garder notre souveraineté technologique, comment accompagner les journalistes dans la transformation de leur métier. Alors, nous savons que les Français accordent un très grand intérêt à l'actualité. Le principal canal d'information reste la télévision, même si celui-ci est malgré tout très concurrencé par les réseaux sociaux, surtout chez les plus jeunes. Nous savons aussi qu'une majorité de nos concitoyens se méfient de ce que disent les médias sur les grands sujets d'actualité. Ils se forgent souvent leur propre opinion en confrontant ce que disent plusieurs médias différents. Ce qui nous amène, nous, à la CFTC, à penser que le pluralisme est indispensable pour permettre aux Français de se forger leur propre opinion sur l'actualité. Et de notre point de vue, les rédactions doivent à nouveau, et je le réaffirme avec force, donner les moyens humains et matériels à leurs journalistes pour continuer à exercer leur métier en apportant une information fiable et de qualité. Finalement, je résumerais, envoyer un coup sur un coup à un journaliste ou une journaliste qui, bien que multicompétent, n'est pas tenable, tant sur le plan de la charge mentale, sur le plan de la charge de travail, et si on va plus loin, sur la qualité même du sujet. La notion de sens au travail doit être questionnée. Certaines rédactions, pour limiter, voire maîtriser leur masse salariale, ont recours à des agences externes pour fournir des sujets clés en main sous forme de prestations de services. De notre point de vue, cette pratique doit être limitée au sein de chaque rédaction. On pourrait instaurer un pourcentage de recours à des agences externes. Elle peut questionner aussi sur plusieurs plans, mais ce qui nous préoccupe ici, c'est la question du recours excessif à la prestation au détriment de journalistes permanents. On a nos journalistes, nos JRI, qui peuvent aussi se questionner sur la notion de sens au travail, quand certains sujets dits intéressants leur échappent au profit d'externes.
On peut aussi questionner la fiabilité de l'information, les sources, le recours à l'IA. Sur l'IA, je laisserai Gérald s'exprimer, il est le mieux placé pour ce faire. Et sur un autre champ, une partie de notre population ne croit pas que les journalistes sont indépendants et qu'ils ne résistent pas aux pressions des partis politiques et du pouvoir, ni aux pressions liées à l'argent. Alors, biais cognitifs ou pas, le constat est là, ce sont les études qu'ils disent. Alors, comment regagner la confiance des Français? D'après l'étude Kantar, je factualise mon propos avec l'étude Kantar pour la Croix qui a été publiée en 2023. En 30 ans, jamais la barre des 33% n'a été franchie concernant la confiance des Français sur l'indépendance des journalistes. Il y a lieu de se questionner sur une si faible confiance à l'égard des médias. En 2023, nous avons chuté à 26% à l'égard des partis politiques et du pouvoir et à 24% à l'égard des pressions liées à l'argent. Ce qui nous amène à penser qu'il faut une continuité de médias et publics et privés pour éviter toutes sortes de dérives de part et d'autre. Et aussi, afin de rétablir un niveau de confiance à l'égard des médias, la CFTC propose d'élargir les moments d'échange ou des émissions ou des temps dédiés dans les journaux qui concerneraient les préoccupations des lecteurs, des téléspectateurs ou des auditeurs. Certaines rédactions le pratiquent déjà. En somme, ce qu'on propose, c'est un traitement de l'actualité au plus proche des préoccupations des Français. Ne faudrait-il pas non plus que les représentations dans la présentation de nos journaux soient représentatives de la société française afin que chaque citoyen puisse s'identifier aux journalistes qui donnent l'information? Ceci pourrait éventuellement gommer certains biais cognitifs. Si l'ARCOM s'assure d'une certaine équité dans le temps de parole des différents partis politiques, notamment en période électorale, il n'en demeure pas moins que certains médias, au travers de leur ligne éditoriale, véhiculent parfois des pensées extrêmes, semant le doute dans l'esprit des téléspectateurs. Et à ce titre, toujours la même étude indique que 66% des répondants estiment que les chaînes d'infos en continu donnent trop souvent la parole à des personnes qui ne sont pas expertes sur le sujet. À titre personnel, et là je vais dériver un petit peu, moi je regrette la liquidation judiciaire d'un journal qui s'appelait Le Drench, qui est toujours, je vous invite à regarder ce qu'ils font, qui est toujours présent sur le web. Ce journal, il avait une vocation, c'était de poser une question d'actualité. Si on regarde un des sujets qu'ils ont traités, c'est pour ou contre le droit de choisir sa fin de vie. La rédaction posait le contexte. Et il faisait appel à des experts dans le domaine, des experts pour choisir sa fin de vie, des experts contre le fait de choisir, ce qui permettait d'enrichir le débat pour, in fine, permettre au lecteur de se forger de sa propre opinion. L'avantage, mais à la fois l'inconvénient de ce journal, c'est que le modèle économique était très, très, très fragile, puisqu'il refusait catégoriquement d'être financé par de la publicité. Ce sont exclusivement les lecteurs et les économies des deux cofondateurs qui sont passés. Tout ceci pour vous dire que notre France, je pense qu'elle est pleine de bonne volonté et de talent, qui ne demande qu'à créer de nouveaux modèles basés sur l'intelligence collective. Encore faut-il leur donner les moyens. Dans la même veine, on constate tous les jours les informations, il y a des informations qui circulent sur les réseaux sociaux et qui sont diffusées par des personnes qui ne sont ni des médias, ni des journalistes, ce qui peut effectivement exacerber certaines fausses croyances. Parfois, l'information est juste, parfois, l'information est erronée, tronquée, volontairement ou involontairement. Il y a lieu de se poser la question. Et on constate que si les moins de 35 ans accordent peu d'importance aux sources, les plus de 35 ans majoritairement indiquent que c'est une mauvaise chose que des informations circulent sur les réseaux sociaux et soient diffusées par des personnes qui ne soient ni des médias, ni des journalistes. Et pour cause, cela participe largement à la désinformation des Français. Donc la CFTC, ce qu'elle propose, c'est de demander l'inscription d'une mention soit obligatoire, soit un tag source fiable et vérifié de la part de ces producteurs de contenu, ce qui permettrait immédiatement d'identifier qu'ils sont sur un contenu fiable. Le politique, au travers de spots publicitaires, sensibilise déjà les Français sur une étendue de thématiques, la santé, la sécurité routière, les violences concernant les images
l'égard des enfants, eh bien, la CFTC propose qu'un spot spécifique soit créé pour sensibiliser les téléspectateurs ou les auditeurs sur cette thématique. Voilà, ça nous éclaire assez sur l'état de notre société. En tout cas, une chose est certaine, c'est que plus nous sommes jeunes, plus nous avons tendance à mettre au premier plan la liberté d'expression. En revanche, plus nous avançons dans l'âge et plus nous sommes amenés à demander plus de régulation des informations données à nos concitoyens. De notre point de vue, nous n'opposons pas les deux. La CFTC, pour nous, les deux ne sont pas antinomiques. Tout est une question de fiabilité de l'information et d'identification du rôle des différents acteurs. Ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre. Les journalistes ont une déontologie. Ils ont fait des études pour apprendre leur métier. Ils gardent en ligne de mire l'objectif de rendre un travail de qualité. Mais avant tout, ils rapportent des faits. Et si par malheur, parce que l'erreur arrive, il leur arrive de se tromper, ils rectifient tout de suite l'erreur et rétablissent la vérité. Ce n'est pas le cas des éditeurs de contenu, pour certains rémunérés à travers de partenariats qui ne sont pas du tout soumis aux mêmes règles. Et pourtant, une partie de notre population les met au même plan. Concernant la lutte contre la désinformation, plusieurs médias ont mis en place des cellules de fact-checkers. Alors, ne faudrait-il pas contraindre les différentes rédactions de médias à étendre ces cellules dans les différentes rédactions? Ne faudrait-il pas lutter contre la désinformation dès le plus jeune âge? Ne faudrait-il pas former nos enseignantes et nos enseignants pour qu'ils sensibilisent et apprennent à leurs élèves, dès la fin du cycle de primaire, comment procéder à une recherche fiable? Bon nombre de nos enfants, et j'en fais partie, je suis maman aussi, alimentent leurs réflexions par le biais des réseaux sociaux, de Google, de Wikipédia, voire de ChatGPT, et qui plus est lorsqu'ils ont un devoir de recherche à rendre. Or, on le sait, ce ne sont pas des sources fiables. Encore faudrait-il qu'ils le sachent. Alors, pour la CFTC, dans le cadre des programmes scolaires, nous proposons qu'un ou plusieurs temps de parole, de temps de parole et d'échange soient dédiés à l'initiative aux médias. Nous demandons que les enseignantes et les enseignants soient formés ou accompagnés par des experts, journalistes qualifiés. Ils sensibiliseraient ainsi les élèves dès la fin de l'école primaire à l'utilisation des médias. Nous constatons que trop l'accélération des violences, le fait que les plus jeunes prennent pour argent comptant la diffusion de fake news, des vidéos, des photos, des articles. Voilà ce que j'avais à dire sur ce premier point. Deuxième point, je me permets de revenir très brièvement sur la priorité numéro 2, obtenir que les sociétés technologiques et annonceurs contribuent efficacement au financement des journalistes. Sur cette priorité, il nous semble que la question devrait être posée différemment si nous souhaitons véritablement garantir l'indépendance de l'information. Je laisserai là aussi Gérald s'exprimer sur la question. Et enfin, sur la priorité numéro 4, qui est de favoriser l'émergence de champions français sur le plan international dans le domaine des médias. Alors, vous le savez, vous ne le savez pas, en tout cas, je vais peut-être vous l'apprendre, la CFTC a toujours milité et milite pour que la France reprenne son indépendance et sa souveraineté sur plusieurs sujets, notamment l'industrie, la santé. On l'a constaté, la crise Covid a plus que jamais mis en lumière une défaillance de notre autonomie. Alors, nous sommes ici pour parler des médias, de l'impact au niveau de l'IA. On entend dans bon nombre de rédactions que l'IA arrive, qu'elle va révolutionner le métier, mais véritablement, qu'en est-il de l'accompagnement de ces métiers? Alors, pour la CFTC, il est indispensable que l'entreprise accompagne les salariés par de la formation, notamment sur ces métiers impactés. On est fortement et fermement opposé à un écrémage, car pour l'entreprise, cela pourrait être une solution de rapidité, expéditive et non éthique. Et il y a un sujet sur lequel on aimerait revenir aussi, l'IA, impact des métiers. Et finalement, il y a une crainte, il y a une peur liée à l'arrivée de l'IA. Et ça peut créer des risques psychosociaux et ça peut surtout inhiber la créativité des salariés. Enfin, et plus particulièrement donc, sur l'évolution des métiers, la CFTC soutient que la machine ne doit en aucun cas
remplacer l'homme. Si elle peut aider, dans notre cas, les journalistes à gagner du temps sur des tâches à faible valeur ajoutée dans la fabrication de leur sujet, il n'en demeure pas moins que la chaleur apportée par une interview, le lien social, la proximité avec les Français et tout autre, surtout lorsque les études nous démontrent que le peu de confiance accordé par les Français aux médias. Si je grossis un petit peu le trait, imaginons-nous un instant un lecteur, un auditeur ou un téléspectateur qui apprendrait que tel ou tel sujet a été traité par de l'intelligence artificielle. Je crains que le peu de confiance que les Français accordent aux médias chute à un stade de non-retour. Alors, soit on laisse faire les choses, et je m'explique, on laisse les entreprises continuer à proposer ChatGPT ou toute forme d'IA générative à leurs salariés pour s'en servir et par ricochet alimenter une IA étrangère avec tous les risques que cela implique, notamment sur l'éthique, sur l'indépendance, sur la pensée extrême, sur la gestion des données et leur utilisation. On affirme ici même, dans le cadre de vos travaux, il est tout à fait possible de prendre notre souveraineté nationale sur le plan de l'IA. Nous pouvons créer notre propre OpenAI. Les rédactions pourraient se réunir pour créer leur propre IA en l'alimentant avec des données fiables, des images, des vidéos vérifiées. Un fonds d'aide gouvernementale spécifique pourrait être créé avec l'ambition de définir un objectif industriel éthique et solide. Il est essentiel de rappeler qu'il y a aussi un enjeu de gouvernance pour nos politiques. Dans la régulation de notre pays, la France regorge de talent. Il faut motiver, impliquer et rémunérer au juste prix. Au lieu de continuer à être dépendant de l'IA générative étrangère, il est de notre point de vue grand temps que nous reprenions notre indépendance sur cette thématique. Il est encore temps. Il en va de la préservation de notre démocratie. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Je m'arrête ici. Je peux céder la parole à Gérald, qui est expert et qui va pouvoir nous éclairer sur sa vision des médias, de l'évolution des médias et de l'impact de l'IA dans nos métiers. Merci. Alors, donc, je vais me présenter, histoire que ça soit clair. Donc, je ne fais pas partie de la CFDT, je viens en renfort d'experts. Je suis journaliste, j'ai commencé comme photojournaliste, puis après, finalement, au bout de 15 ans, je suis passé côté technique, côté produit dans la presse pour Libération, Condé Nast et Les Échos. Donc, j'ai à la fois une vision éditoriale de la problématique et bien évidemment technique et business, puisque voilà, c'est forcément des questions qui sont liées. Alors, vous voyez que vous savez effectivement que la question de l'IA, de l'intelligence artificielle dans la presse et les médias et sa relation avec l'information, c'est pas quelque chose de très très simple ni de très léger. Ça excède en réalité le simple champ de l'implémentation technique d'une solution qu'on trouverait sur l'étagère ou d'un achat de licence. Ça, je sais que vous en avez conscience. Un rappel peut-être aussi pour dire que l'IA, au sens où on l'entend aujourd'hui, n'est pas l'IA, c'est-à-dire qu'on parle d'IA générative, on l'entend comme ça aujourd'hui, et ça fait toute la différence, parce que l'IA en général, l'IA, on l'utilise dans la presse, dans les médias depuis quand même bien 10-15 ans maintenant, avec des articles autocomplétés, ce genre de choses, à travers différentes manifestations, ou les municipales, ou des manifestations sportives. Donc on n'est pas dans un champ de nouveauté au sens strict du terme, ça structure déjà, ça anime déjà les équipes techniques des rédactions, mais effectivement, avec l'arrivée de ChatGPT en 2022, on a connu une forme d'accélération, hein, une forme de hype médiatique qui s'est emparée de tout le monde et qui a touché également les journalistes et les rédacteurs en chef et tous les managers des directions de ces médias-là, puisqu'effectivement, on voyait clairement qu'il y avait une forme de nouveauté et on va dire certains éléments qui pouvaient, disons, intéresser en fait la presse. Bon, alors, grosso modo, quand on regarde un peu la question de l'IA générative, à mon sens, il y a un certain nombre d'enjeux qu'il est bon de rappeler. Il y a un premier enjeu qui, à mon avis, est un enjeu métier, donc qui concerne vraiment la production au sens strict de l'information et l'intégration des IA génératives au sein des rédactions. Hein. C'est vraiment donc là, la question, dans quel cadre les journalistes sont autorisés à utiliser ces outils, pourquoi faire,
comment, avec quels outils. Donc ça, c'est vraiment un peu les questions qui touchent directement à la rédaction. Quels sont les effets de bord de ces outils-là également, parce qu'il n'y a pas simplement que l'utilisation de l'outil en lui-même, mais il y a aussi des effets de bord. Donc ça, c'est globalement, c'est en substance l'objet de ce que les chartes éthiques qu'on voit fleurir ici ou là ont pu traiter. Alors moi, j'en ai recensé dans le cadre d'un travail de documentation à peu près une cinquantaine. Il y a une ressource qui est disponible sur Internet, qui a d'ailleurs servi de travail à un article de l'INA récemment. Et grosso modo, on voit bien que ces chartes, elles se concentrent sur les points très évidents donc de l'usage de l'IA en rédaction avec la supervision humaine, avec le fait qu'il ne faille pas produire de contenu directement généré par IA, directement publié, etc. Donc voilà, c'est des points qui sont relativement généraux et qui traitent assez peu des subtilités, quoi. Donc là, on a vraiment quelque chose c'est des principes, hein, voilà. Ce qu'on peut déplorer, en fait, dans le déploiement de ces chartes, alors que ce soit en France ou à l'étranger, hein, parce que la cinquantaine que je recense, il doit y en avoir plus, mais je me repose sur aussi des efforts communs de gens qui me font remonter un peu les informations quand je ne les trouve pas. Mais globalement, ce qu'on voit aussi, c'est qu'elles sont assez mal publicisées. Elles ne sont pas mises en valeur, c'est-à-dire qu'elles passent à travers un article qui est publié, qui part dans le flot, qui disparaît, ou alors elles sont dans une page un peu annexe de contact, de charte déontologique, mais qui sont difficilement trouvables par le commun des mortels. Et effectivement, quand il y a mention, par exemple, d'un tag qui pourrait éventuellement signaler un contenu, pour le moment, on n'a pas vu encore d'implémentation concrète de la chose, même s'il y a des efforts qui sont menés par ailleurs aux États-Unis, notamment avec le Content Authenticity Initiative, qui vise à développer une forme de tag un peu particulier. Donc ça, c'est le premier enjeu. Après, il y a un enjeu relation à l'audience, hein, que j'ai envie d'appeler, notamment sur l'aspect de la confiance, tu en as parlé, mais sur la question de l'engagement et de la proposition éditoriale qui lui est faite en réalité à travers ces contenus qui pourraient être partiellement générés par IA. Alors là, sur ce point, l'arrivée des IA génératives dans l'information, elle est abordée sur le plan de la fiabilité de l'information, hein. Est-ce que l'IA générative est capable de générer une information qui soit fiable, etc. On a vu que OpenAI, par exemple, a fait des accords avec Axel Springer et Associated Press. Donc, on voit qu'il y a un effort là-dessus qui est mené, mais ça aussi, ça peut poser un certain nombre de questions. Mais on oublie souvent, par exemple, d'adresser la question de l'expérience du lecteur par rapport aux informations qui pourraient pourtant être grandement améliorées. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez de cette expérience qui était une app qui s'appelait Circa à l'époque, qui s'appelait l'article atomique. Et grosso modo, c'était, ou l'article modulaire, hein, mais c'est un peu le retour, ça pourrait être le retour en tout cas de ce genre de proposition-là éditoriale, puisque là, pour le coup, tout l'effort, tout le problème des articles modulaires, c'était de générer une grande diversité de contenu pour pouvoir proposer à la carte des articles qui s'adaptent au niveau de connaissance en fait des lecteurs. Bon, là, on pourrait effectivement créer des outils qui soient plus pédagogiques et pas forcément simplement insister sur ce qu'on appelle la personnalisation, une forme aussi de destruction du commun, c'est-à-dire qu'on va personnaliser, on va donner une expérience extrêmement singulière de l'information à un individu qui n'aura pas l'information, la même type d'expérience que son voisin et ainsi de suite. Et donc là, en fait, on a une forme de destruction du commun. Alors que si on est plutôt dans une forme de pédagogie, de création de pédagogie, là, on apprend en fait aux gens, en plus de l'éducation aux médias, à en fait rentrer dans un sujet, à découvrir des thématiques, à s'emparer d'un sujet. Il y a il y a un enjeu technique aussi à travers l'activité des métiers support qui ne sont pas des moindres et les contraintes qui pèsent notamment sur les médias en termes de dette technique. Là aussi, c'est un problème qui est majeur. C'est-à-dire que grosso modo, hein, c'est le boulet que toutes les rédactions se traînent à la patte depuis des années, des systèmes qui ne sont pas mis à jour, des versions qui ne sont pas améliorées, etc., etc. Bon, on a une forme de dette technique qui en fait pèse sur la partie support et qui en fait passe en priorité et en fait ne permet pas en fait d'arbitrer en fait les choix technologiques. Et ça, c'est un sujet. Par ailleurs, le choix aussi des DSI, des services produits aussi,
sont souvent parce que le personnel qui s'y trouve est plutôt, on va dire, de culture numérique, technique et pas de culture journalistique. Il va y avoir peut-être des fois des effets de nouveautés, où on va vouloir adopter la dernière techno qui va bien, etc., sans réellement toujours se poser la question de l'impact que ça peut avoir, notamment sur la rédaction. On l'a vu avec Facebook, hein, combien de programmes ont été signés avec Facebook pour, on va dire, subventionner des types de contenus sur les réseaux sociaux. Et puis, derrière, on se retrouvait avec des trackers sur les sites qui récupéraient l'ensemble des données. Et quand les programmes étaient abandonnés par Facebook, on se retrouvait quand même avec les trackers et l'ensemble des données qui étaient aspirées. Donc, il y a quand même une dimension un peu compliquée. Enfin, il y a deux choses. Il y a un enjeu économique qui est assez majeur, qui concerne notamment la publicité, tout ce qui est circuit d'acquisition d'abonnés, leur fidélisation, les accords éventuels, donc qui pourraient être aussi passés avec les grands acteurs de l'intelligence artificielle dans le cadre d'une utilisation, par exemple, des archives. On l'a vu, je mentionnais Axel Springer. Sur ce point, alors là, il y a des négociations qui sont menées sur les droits voisins, notamment en ce moment, et évidemment, on voit bien que, au vu des difficultés qu'il y a d'obtenir un accord, on voit bien combien ça sera difficile d'obtenir également un accord satisfaisant pour les éditeurs de presse pour rééquilibrer en fait les enjeux vis-à-vis de l'exploitation de ces archives. On a vu aussi qu'OpenAI avait proposé des montants assez indigents à la presse américaine, entre 1 et 5 millions de dollars pour l'utilisation de leurs archives. Quand on est valorisé à presque 200 milliards de dollars, effectivement, l'effort est soutenu par Microsoft, l'effort semble assez faible. Enfin, il y a des enjeux éthiques et juridiques, donc là qui portent vraiment sur la partie protection des données, qui peuvent être à la fois captées par les acteurs de l'IA générative à travers leurs interfaces, le traitement de ces données, les offres qui sont proposées aussi pour remédier à ces questions. Donc, on voit qu'il y a Microsoft avec leur disposition, avec leur serveur Azure et OpenAI qui essaient de développer des solutions au niveau européen pour satisfaire aux critères de RGPD, mais là encore, on a d'autres critères moraux et éthiques qui s'engagent. En tout cas, la responsabilité de la maîtrise de ces données, la conformité aux textes européens et nationaux, là aussi, c'est un sujet. Et les questions qui sont utilisées par les IA génératives au cours de leur entraînement également, c'est le deuxième volet, c'est-à-dire qu'on injecte un certain nombre de données, mais il y a aussi les textes qui sont générés à travers en tout cas les produits qui sont générés à travers ces IA génératives, images ou textes. Là aussi, elles sont soumises à des problématiques de copyright et donc c'est un enjeu qu'il faut adresser. Et ces enjeux-là, en fait, on ne les voit pas en fait apparaître dans les chartes. Voilà, il y a assez peu de ce type-là de choses qui existent. Alors, moi, ce que je constate, c'est que pour répondre à ces enjeux, il y a notamment la première question, on en a parlé, mais il y a la culturation des parties prenantes au niveau de l'intelligence artificielle et de ces composantes-là, qui, à mon avis, me semble assez importante. C'est ce que je travaille depuis un certain temps maintenant. Je ne voulais pas mentionner, mais ça fait depuis 2017 que je travaille sur ce sujet. J'ai commencé par étudier le phénomène des deepfakes. C'est un sujet qui, même dans les rédactions, peine à rentrer parce que le niveau de technique est relativement élevé. C'est assez compliqué pour tout simplement embrasser le sujet. Alors, côté rédaction, moi, l'expérience que je tire des nombreuses formations que j'ai animées, c'est que finalement, l'accent, il est assez généralement mis sur la question de la manipulation de l'objet chatbot. Donc, en gros, il faudrait toucher à ChatGPT pour comprendre ce que c'est l'IA. En fait, pas du tout. C'est bien ça le sujet, c'est que la prise en main d'un outil comme ChatGPT, ça renseigne absolument pas sur la nature polymorphe de l'intelligence artificielle ni sur ses enjeux. L'intelligence artificielle, elle semble amener, vu les investissements qui sont programmés là, pour les 2 à 3 ans à venir en France, mais aussi aux États-Unis, on voit beaucoup de grands groupes annoncer des investissements forts. Donc cette IA, elle est amenée à se développer encore davantage dans chaque coin de notre vie numérique. Et en fait, même si la hype médiatique redescend un tout petit peu, on va probablement se retrouver avec, comment dirais-je, une forme d'enjeux économiques, des enjeux économiques et politiques qui vont être assez largement diffusés. Donc ça, en fait, tous les corps de métier dans un média vont être amenés à être à la fois des deux côtés de l'IA en tant qu'utilisateur des solutions et en tant que cible de ces solutions. Et donc, il faut former à la compréhension de ce nouvel écosystème. Et si je veux me risquer à une forme d'analogie, c'est un peu comme la crise climatique. On vit
qu'on vit, ça nécessite une forme de compréhension transversale des enjeux et des sujets qui sont à l'origine de la crise et qui pourraient éventuellement déboucher sur des solutions. En fait, la même chose, c'est la même chose pour l'intelligence artificielle et la tech en général, le numérique, on va dire. Il y a des enjeux qui sont transversaux et qui sont assez fondamentaux, puisqu'on estime que d'ici 2030, en fait, la part du numérique représentera à peu près 10% de l'économie mondiale, donc c'est pas rien non plus en termes de part. Alors, sur les enjeux, il y a une forme, je disais, l'effet waouh, ChatGPT va s'estomper probablement. Il y a un certain nombre de limites, en fait, qui vont être découvertes au fur et à mesure que les journalistes vont rentrer dans le vif du sujet, hein, des articles qui ne sont pas complètement bien rédigés, de la factualité, des problématiques un peu de ce genre-là, avec une nécessité de supervision active, systématique. Donc ça veut dire que grosso modo, les rêves d'automatisation des contenus, même si elle existe déjà et qu'on voit d'ailleurs qu'ils remontent, certains sites remontent, y compris dans Google News, de façon massive, des sites entièrement générés par IA. En fait, pour les médias sérieux, il va falloir quand même mettre des gens. Alors c'est peut-être le renouveau du secrétaire de rédaction moderne, en capacité, mais alors voilà, ça serait... Voilà. Mais bon, grosso modo, il y a des défauts assez importants qui méritent d'être adressés à travers l'IA générative. Déjà, il y a le manque de transparence et de consentement dans la collecte des données, hein, alors, à la fois sur les données d'un traitement, mais aussi sur la partie usage. Il y a des problématiques liées au droit de la propriété intellectuelle. On le sait, qui possède. Alors, la question, c'est qui possède les droits des articles générés, quel est le statut des données d'entraînement utilisées pour générer les réponses, ce genre de choses. Et toutes ces difficultés à envisager un accord équilibré entre les acteurs industriels de l'IA et les entreprises de presse. Il y a l'usage, on va dire le shadow AI, c'est-à-dire l'usage déguisé, on va dire non contrôlé, en fait, non encadré dans les organisations de l'intelligence artificielle. On voit que moi, alors je me nourris des témoignages des gens qui sont en formation, mais souvent on les voit utiliser de l'intelligence artificielle, donc du chat GPT notamment, au sein de leur rédaction, sans en avoir même en fait voilà, l'autorisation, personne ne sait exactement, c'est une espèce de flou artistique. Et effectivement, il y a un certain nombre de choses qui peuvent arriver à ce niveau-là. Qui est responsable dans le cadre d'une mauvaise utilisation? On a vu Bild qui avait publié un article, une interview de Michael Schumacher récemment. La rédactrice en chef s'est fait licencier, mais à des échelles plus personnelles. Si un salarié n'a pas de chat GPT chez soi et qu'il utilise chat GPT, par exemple, pour s'auto-diagnostiquer sur une maladie X ou Y, comme c'est publicisé par Sam Altman comme étant en fait un vecteur d'information de santé, si à ce salarié il arrive des choses, qui est responsable? Voilà. Donc ça fait partie de ces éléments-là, au même titre que les conseils financiers, au même titre que les conseils juridiques, etc. Donc en fait, d'introduire ces outils-là dans la sphère professionnelle sur des postes comme ça, va possiblement peut créer des soucis, d'autant qu'en plus ce sont des solutions qui sont poussées par la publicité d'OpenAI sur le plan juridique, financier et santé. Donc ça, c'est un gros problème. Il y a la perpétuation et la diffusion des biais de représentation de genre ou des minorités, les stéréotypes racistes ou sexistes aussi qui sont pour le coup assez importants, même si effectivement une bonne utilisation de l'IA pourrait éventuellement aussi contrebalancer cette chose-là. Il y a en Suisse, je crois qu'il y a un journal qui utilise, alors c'était avant l'IA générative, mais qui utilisait une forme d'IA pour en fait contrebalancer la représentation des personnes interviewées dans les articles entre hommes et femmes et qui a indiqué quand il n'y avait pas assez de femmes qui étaient représentées dans l'article. Donc ça permet aussi de contrebalancer. Il y a toutes les questions de désinformation, misinformation dont on connaît. Il y a la perte de souveraineté aussi. Alors, plus sur la partie technique, hein, c'est-à-dire la dépendance technologique envers les grands acteurs. J'en parlais avec Facebook et tout à l'heure sur une autre phase. Mais globalement, en fait, l'abandon de la solution en média, donc le média qu'on possède, au profit de solutions, on va dire, clé en main. Hein. Donc ça, c'est vrai que ça peut être un sujet. On voit qu'il y a deux grandes familles, il y a les solutions propriétaires et les solutions open source. En France, on a le champion
Mistral.ai qui émerge, qui est largement financé par des fonds américains par ailleurs, mais bon, on va dire qu'il y a encore une cocarde bleu, blanc, rouge. Bon voilà, ça c'est une solution open source qui, à minima, pourrait éventuellement amener à développer voilà, des sortes de presse GPT à soi, c'est-à-dire que l'entreprise développerait son propre modèle. Enfin, RSF travaille là-dessus et c'est une bonne chose. Il y a la partie sécurité des confidentialités des données, l'impact sur l'emploi, le marché du travail. Ça, évidemment, gros stress côté école de journalisme. Hein. Moi, chaque fois que j'en parle à des étudiants, c'est la panique totale. Mais à quoi je vais servir? J'ai pas plus tard qu'hier, j'ai commencé à enseigner à Sciences Po le cours d'IA et que je partage avec David Dieudonné et Clément Vincent. Et globalement, en fait, quand je leur ai montré Channel One, donc qui est l'expérience télévisuelle entièrement générée par IA, ça a été un stress total. Tout le monde est parti en panique en mode mais qu'est-ce qu'on va faire, quoi. Donc voilà, c'est des inquiétudes. Et ça, on parle des jeunes, mais il y a aussi les personnes qui arrivent en fin de carrière et qui peuvent se sentir déclassées, perdues complètement. Et il faut pouvoir les accompagner, mettre en place les interfaces avec soit les syndicats, soit les organisations du personnel pour pouvoir faire en sorte de les accompagner. Il y a l'impact environnemental, 10% voilà, c'est quand même pas négligeable. Je crois que c'est bon, je vais pas ramener les chiffres parce que je les ai perdus, mais globalement, l'impact est pas négligeable, même si il est difficile à estimer encore pour le moment. Il y a toute la question de la surcharge d'informations liée à la surproduction aussi de contenu. Très souvent, on entend, bah voilà, on va pouvoir créer du contenu à travers une IA générative. Que fait-on avec ces contenus? Pourquoi faire? Pourquoi doit-on produire plus? Alors qu'on voit très bien qu'effectivement, dans les chiffres que tu rappelais tout à l'heure et aussi dans le rapport d'Oxford, du Reuters Institute, on voit bien qu'en fait, les gens en ont marre d'en regarder les infos, ils s'en désintéressent, ils s'en détournent, ils ont du mal à faire le tri plutôt. Donc en fait, peut-être que l'IA peut apporter une aide à faire le tri plutôt que de surproduire. Voilà. D'autant que dans une dimension plus produit au sens technologique du terme, Google annonce son SGE, donc son Search Generative Engine, qui est globalement en fait une forme de chatbot avec lequel on va pouvoir converser et tirer un certain nombre d'infos et qui serait à terme à même de remplacer la version de Google qu'on connaît. Ça va typiquement poser problème à la presse de façon importante. Donc pourquoi produire plus? Il faut plutôt travailler sur sa relation avec les abonnés. Et c'est ça, à mon avis, vers lequel il faut pousser en fait ces contenus. Donc voilà, il y a tout un tas de choses. À mon avis, est-ce qu'il faut ignorer l'IA aujourd'hui? Ben, évidemment pas. À mon avis, c'est important de pouvoir adapter sa réaction en fonction déjà de la taille de sa structure, parce que on est soit une petite entreprise, une micro-entreprise, soit un très grand groupe, et évidemment, les solutions ne sont pas les mêmes. L'adoption d'une charte, à mon avis, est une bonne chose, mais en fait, en tout cas sur le papier, mais le problème, c'est que la plupart d'entre elles ne répondent pas vraiment aux questions que j'ai évoquées précédemment, donc il faut vraiment revoir un petit peu, à mon avis, la copie, entre guillemets, en tout cas aller dans le fond du sujet, quitte à, parce qu'il faut une portion qui ne soit pas publiée, mais que ça soit disponible pour les salariés. Et puis une charte sol ne peut pas suffire en fait dans un environnement aussi complexe. Donc il faut structurer un peu plus l'approche à mon sens. Alors en amont, mettre en place une méthode d'évaluation des besoins des médias auxquels l'IA peut répondre. C'est le premier truc. Un recensement des risques et des avantages liés à l'intégration des outils d'IA au sein de l'entreprise, c'est aussi donc ça peut se faire à travers des comités ou d'évaluation. Il y a des critères d'évaluation qu'il faut mettre en place sur les effets de l'IA sur la chaîne de valeur. Dans la phase de production, on va dire qu'il faut mettre en place des outils qui permettent l'évaluation de ces effets de l'IA au sein des rédactions et des services support qui soient actionnables tout au long de la vie du produit, et puis une interface avec les salariés pour pouvoir justement les acculturer, leur apprendre, les éduquer, faire remonter les infos qui sont importantes, et puis bien évidemment en aval une forme de méthodologie de collecte des informations, de l'analyse, de la documentation pour tirer les enseignements qui sont évidemment importants sur ce type-là d'implémentation. Voilà. Merci à vous deux. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Très approfondi comme intervention. Oui, c'est très bien. Anne? Oui, alors moi j'ai plein de questions en fait. Alors, je ne sais pas comment les sérier parce qu'en réalité, il y a beaucoup de sujets qui se répondent dans vos deux interventions.
sur la question des modèles économiques possibles qui permettent finalement de financer un journalisme, une rédaction de qualité. La difficulté, évidemment, face à laquelle les médias sont placés, c'est que les recettes publicitaires s'effondrent et sont captées de majeure partie par les adtech et par Google en particulier, et que par ailleurs, le lectorat n'a pas l'air d'être convaincu de la nécessité de payer pour des contenus. Quand je le lectorat, l'audience, disons, d'une manière générale des médias. Donc finalement, il reste pas énormément de solutions. L'une d'entre elles, c'est de voir arriver un milliardaire qui va faire des chèques. La question de l'indépendance vis-à-vis de ces différentes sources de financement est quand même posée. Alors, celle évidemment vis-à-vis du milliardaire qui fait le chèque, celle vis-à-vis des annonceurs publicitaires. Comment est-ce que vous voyez l'avenir économique des médias? Parce que c'est clair que ce n'est pas l'État qui va faire un chèque pour tirer de l'ennui et du fossé tous les médias possibles et imaginables. On ne voit pas non plus l'État choisir parmi les médias qui décident d'aider parmi les médias de qualité, et on espère que ce ne sera pas le cas. Donc, comment est-ce que, dans quelle ligne d'idées vous réfléchissez? Vous venez de dire il faut essayer de retrouver des abonnements, et c'est vrai qu'on a envie d'emboîter le pas à cette bonne idée, mais comment? Si on regarde des exemples étrangers, on voit par exemple que le New York Times a un certain succès dans cette voie, puisque je crois que les 3/4 de ses ressources viennent de l'abonnement et 1/4 seulement de la publicité. Ce n'est pas exactement 1/4, 3/4, mais pas très loin, 63-17, je crois. Donc, on voit qu'il y a quand même des solutions qui fonctionnent. Auxquelles vous avez pensé, lesquelles vous avez expertisées, comment est-ce que vous voyez cette question? Et par ailleurs, une fois qu'on a un modèle économique, comment s'assurer que la rédaction sera finalement indépendante du modèle économique? Est-ce que c'est bien raisonnable de dire à un riche actionnaire, bah, vous achetez ce journal, mais vous n'avez absolument rien à voir avec ce qui s'y dit? Est-ce que c'est un modèle économique, un modèle d'entreprise qui a un avenir? Je ne sais pas. Mais est-ce que vous avez pensé à ça? Et alors sur l'IA, bon, peut-être, je ne sais pas si vous voulez qu'on pose les questions en bloc ou. Je crois que c'est plus simple. J'ai pris déjà les deux premières questions. Parce que sur l'IA, on voit bien que ça a un rapport avec tout ça, Oui. au sens où on a envie de dire, bah, la troisième solution, il y a aller chercher des ressources, ça c'est quand même une bonne idée, mais abaisser les coûts aussi, c'est une bonne idée des rédactions. Et donc, on a envie de se dire que l'IA, c'est une innovation technologique qui va permettre d'abaisser certains coûts. Et du coup, on se dit, mais est-ce que ce n'est pas l'occasion rêvée pour que les journalistes se mettent à produire des faits vérifiés, recoupés, de l'information de qualité, quitte à confier à l'IA, alors ok, c'est très insuffisant comme niveau de qualité aujourd'hui, mais la rédaction de l'article à partir de ces faits, par exemple, ou la création d'une séquence visuelle à partir de faits. Là, il subsisterait vraiment le fond du sujet qui serait que les journalistes feraient ce pourquoi ils sont faits, c'est-à-dire identifier des faits qui ont de l'importance, les mettre en forme, les vérifier, etc. Et puis l'IA ferait finalement un autre type de travail. Je connais des chercheurs scientifiques qui disent, mais nous, le fond de notre métier, c'est d'avoir de l'inventivité pour trouver de nouvelles idées. Maintenant, si on peut s'aider de l'IA pour rédiger notre article avant de le soumettre à une revue internationale, c'est super pour nous, en fait. On peut questionner le sens aussi au travail, en fait. On en revient à mon propos. Si c'est effectivement aller rechercher les faits sur le terrain pour, in fine, les donner à une intelligence artificielle qui serait à même de pouvoir monter finalement le sujet par des séquences, et où est la plus-value en fait du journaliste dès lors où le... Mais ce n'est pas l'IA qui va vérifier que ce chiffre Là, est correctement sourcé, qu'il s'est bien passé telle et telle chose à tel endroit, à tel moment, que les protagonistes de l'événement étaient bien ceux-là et pas d'autres. Là, on répond effectivement au fait, à l'authenticité de l'information. Et on laisserait la machine faire le reste d'un point de vue éditorial.
Une partie, pourquoi pas? Moi, j'ai une théorie là-dessus. En plus, je t'en prie, hein, bien sûr. En fait, je pense qu'il y a, et je souscris complètement à ce que vous dites, je pense qu'il y a une opportunité fondamentale là aujourd'hui qui s'ouvre à nous sur le plan de l'organisation de la rédaction et au-delà de l'écosystème de l'information, enfin de la manière dont on fait le journaliste au sens strict du terme. C'est-à-dire que si on retourne 40, 50 ans en arrière, on a tous un peu cette image du reporter qui se jette dans la cabine téléphonique, qui appelle Paris, qui dicte son papier à un SR. Le SR récupère les informations, met en forme un article, le publie, signé par le journaliste. Ce qu'on constate aujourd'hui depuis un petit moment, depuis les années 90, c'est que quand on regarde sur les sites internet, par exemple, et même sur les journaux, on voit écrit par, photographié par, rédigé par. Et en fait, l'accent d'un point de vue utilisateur, d'un point de vue lecteur, d'un point de vue auditeur, c'est celui qui a écrit l'article, c'est le journaliste. C'est pas celui qui a récolté l'info, qui l'a vérifié, qui l'a mis en valeur. Lui, il n'a fait que rédiger. Et ce qui fait que c'est le fameux mythe du gras de papier, quoi, hein, grosso modo. Ce qui, à mon avis, peut être intéressant dans la manière dont on peut utiliser l'intelligence artificielle dans ces moments-là, dans cette configuration-là, c'est de dire, OK, on va se dire que le journaliste est donc la fonction première, comme vous dites, c'est de dire, on va sur le terrain, on récupère l'info, on la vérifie, on la recoupe, on travaille son sujet. Là, déjà, il y a un premier bénéfice, c'est qu'on renvoie les journalistes sur place. Moi, je suis photographe. Quand je suis arrivé à la rédaction de Libé, c'était ma première rédaction parisienne. J'étais à l'étranger, puis en région, et j'ai toujours travaillé en indépendant. J'ai vu des journalistes dans la rédaction, et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils foutent là? C'est bizarre parce qu'en fait, voilà, j'avais pas cette notion de desker. Pour moi, les journalistes étaient sur le terrain. Et évidemment, en tant qu'homme d'image, forcément, j'étais obligé. Mais je pense qu'effectivement, le bénéfice de renvoyer les gens sur le terrain, alors, sur le terrain, ça ne veut pas dire à 3500 bornes, par avion, etc. Ça veut dire juste être au contact de leur sujet, au contact des populations, aller travailler vraiment les sujets qu'ils font. Là, pour le coup, c'est une fonction de remettre le journaliste au centre de la population, de recréer du contact, peut-être même d'explication, de pédagogie du métier. À partir de là, effectivement, le journaliste va travailler son information, remonter cette info-là. Et je disais en blaguant tout à l'heure que c'était peut-être l'avènement des super SR dans les rédactions, mais je pense sincèrement qu'en réalité, c'est le cas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une phase où l'intelligence artificielle ne permet pas encore de réaliser des papiers nickel chrome sans problème. En revanche, ils doivent être supervisés par des SR qui, de toute façon, reprennent le truc. Donc là, pour le coup, on est d'accord. Mais ça, c'est aujourd'hui. Demain, l'IA va progresser, va augmenter en capacité d'analyse et va pouvoir rédiger ces fameux articles de façon même entraînée sur le style des 10 journalistes qui sont sur le terrain. Donc, en réalité, la question ne sera pas tellement de savoir si oui ou non, en fait, le journaliste va perdre la main ou le style, puisque l'IA sera peut-être entraînée sur un style. Mais en réalité, de savoir si on est bien dans la factualité, si ça a bien reproduit l'entièreté des factualités qu'il y a. Ça peut passer par des interfaces CMS, entre guillemets, c'est-à-dire de Content Management System, où on va remplir l'ensemble des informations qu'on a récoltées. L'IA va faire un premier tri, avec un système d'agents, va par couches successives, en fait, formuler un article à la fin qui sera revu entièrement par un SR, par contrôle, comme ça se fait dans n'importe quelle rédaction aujourd'hui, et puis bon pour publication et en avant. Donc ça, c'est la première partie. Mais si en fait on fait ça, et si on arrive à révolutionner un peu la rédaction à ce niveau-là, ça entraîne aussi d'autres modifications en amont. C'est-à-dire que globalement, en fait, aujourd'hui, ce qu'on constate dans les écoles de journalisme, c'est que pour accéder à ces écoles de journalisme, il faut faire des concours de culture générale absolument démentiels. Il faut avoir un certain niveau d'études. En tout cas, on voit une forme d'homogénéité au niveau de ces contenus. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est ce que demandent les rédactions. Elles demandent de pouvoir manipuler des concepts. Si en fait on remet un peu le centre de gravité sur des gens qui doivent en fait manipuler du terrain, c'est-à-dire savoir se positionner, travailler la matière humaine, être dans le contact, dans le rationnel, etc., on n'est pas du tout dans le même type de skills, j'ai oublié le terme. Oui, bien sûr. Mais ça suppose qu'on change de mode de formation pour s'adapter à un nouveau métier. Alors, en tout cas, les journalistes ne seraient pas les premiers à... Exactement, mais en tout cas, il faut surtout modifier le type de concours à l'origine. Oui. Donc, et de quoi on s'aperçoit quand les premiers problèmes, en fait, par exemple, dans les rédactions, on parle de diversité, il n'y a pas de diversité.
Et en fait, on s'aperçoit souvent qu'il n'y a pas de diversité parce que dans les écoles de journalisme, il n'y a pas de diversité et il n'y a pas de diversité peu, on va dire. Pourquoi? Parce qu'en fait, le niveau d'études est extrêmement élevé et qu'en réalité, les personnes issues de la diversité ont du mal à accéder à des niveaux d'études importants parce qu'ils viennent eux-mêmes de de milieux défavorisés socialement, etc. Si en fait on remet l'accent sur du pratique, c'est-à-dire du terrain en réalité, on n'est plus sur ce niveau de connaissance et sur ce niveau d'études extrêmement important. Ça ne veut pas dire qu'il faut être dépourvu de culture générale ou quoi que ce soit, mais on va mettre l'accent plutôt sur du factuel, sur de la débrouille, on va dire, de la lecture du terrain. Et là, pour le coup, on peut se permettre, en fait, on peut se dire que ça peut ouvrir des portes à des gens qui, auparavant, n'avaient pas l'accès à ces domaines-là. Et on connaît tous dans les rédactions ce truc-là de dire, en fait, ah oui, machin, c'est un super journaliste, mais il écrit comme un pied. C'est vraiment un mauvais, il ne sait pas écrire, voilà. Mais pourtant, en fait, c'est un super journaliste, il arrive à dénicher des infos incroyables. Ben, je pense qu'il est temps de retrouver ces gens-là. Et ces gens-là, ils sont dehors, ils sont là, ils attendent, ils passent à côté. Ils deviennent créateurs YouTube, ils font des trucs super, mais ils ne sont pas dans les écoles de journalisme parce qu'on ne les détecte pas comme ça. Donc je pense qu'il y a vraiment un écosystème à revoir là-dessus et que pour moi, c'est une opportunité absolument géniale. Mais alors, juste peut-être si on peut revenir sur les premières questions sur le modèle économique. Alors, moi, je voudrais poursuivre cette question-là que je voudrais creuser parce que je trouve la discussion absolument passionnante. Et je pose vraiment la question à vous deux. Bon, avec un petit bémol sur les écoles de journalisme, pour en avoir dirigé une, parce que précisément, j'en ai dirigé une dont l'épreuve phare à l'oral était une épreuve de terrain. Donc, je caricature volontiers, mais c'est vrai que... Voilà. Et je trouve extrêmement intéressante l'idée que la fonction première du journalisme évolue un peu, et ce que vous avez raconté sur la signature, sur qu'est-ce qui fait l'acte journalistique par essence, est-ce qu'on doit aller vers quelque chose qui est plus à la fois du terrain et de l'ordre de la créativité, de l'inventivité en matière de recherche de l'information et de validation de l'information, en utilisant tous les outils technologiques que nous avons à disposition, c'est extrêmement intéressant. Je trouve qu'il y a là, effectivement. Ma question, là, elle s'adresse aux syndicats. Est-ce que, à votre sens, les syndicats, et particulièrement le vôtre, dès lors que dans des rédactions, il y aurait un repositionnement de la fonction journalistique ou des évolutions qui amèneraient dans le sens, et sans que personne ne dise c'est là que doivent être les journalistes, c'est pas l'objet, personne n'a envie d'être le dictateur des rédactions, mais est-ce que vous pensez qu'il y a une ouverture ou est-ce qu'à l'inverse, les syndicats diront non, un journaliste, ça doit rester ce que c'est-à-dire quelqu'un qui écrit, qui met sa signature en bas, quelle est la capacité en termes de négociation, y compris à l'intérieur des entreprises de presse, pour arriver à faire évoluer ça, pour qu'effectivement l'intelligence artificielle soit un outil et soit pas quelque chose qui apparaisse ni comme un danger auquel on tourne le dos, ni un danger avec lequel on s'allie diaboliquement. Je pense que c'est une question de positionnement, une question d'accompagnement. Je reviens un petit peu sur le sens et je reviendrai constamment sur le sens parce que véritablement, vous avez posé une question qui est assez intéressante, celle d'aller sur le terrain, récolter de la matière, être certain que notre source soit fiable, vérifiée, de qualité, la donner à la machine et la rentrer de manière à avoir in fine une rédaction faite par la machine. Moi, je mets un bémol sur quelle machine derrière, comment a-t-elle été créée et implémentée au fur et à mesure, parce que tu es journaliste, je suis journaliste, on va nous donner un sujet, j'irai sur le terrain, on va rapporter les mêmes faits, mais dans notre manière d'écrire, il y aura forcément ta sensibilité qui ne sera pas la même que la mienne. Et dans la rédaction, je pense, est-ce que la machine sera en capacité de pouvoir finalement proposer une écriture qui diffère au fur et à mesure, ou est-ce qu'on va se retrouver avec des faits, mais avec toujours le même type de rédaction? Je suis claire ou pas?
Oui, oui, non, Clair c'est pour toi, je oui, oui, pense. non, c'est clair. Oui, oui, non, évidemment, il y a à la fois effectivement la dépendance technologique, c'est-à-dire est-ce qu'on a développé un modèle qui permet à soi, en open source, qu'on contrôle, avec sur lesquels on est sûr de la fiabilité des informations et de l'entraînement et de la base de données Et de d'entraînement la rédaction. et la rédaction, ça, on Mhm. peut développer les styles en fait à partir de textes déjà rédigés par le journaliste. Donc ça, on peut entraîner la machine à faire, à rendre l'écriture proche de celle de tel journaliste. Hein. C'est un peu comme si on faisait le poème à la Baudelaire ou le texte à la Victor Hugo, ce que les IA font déjà. Euh, je suis d'accord effectivement là-dessus. Après, je pense qu'il y a il y a une montée progressive en fait en puissance de ce type-là de stratégie si elle devait être mise en place. C'est-à-dire qu'il n'est pas question, par exemple, sur les récits, les reportages forcément stricto sensu, de toujours systématiquement en fait utiliser ça. Mais quand on voit qu'aujourd'hui, je crois que c'est Julia Cagé qui parlait de 70% des contenus qui étaient réalisés dans la presse française, qui étaient du bâtonnage. Euh, Arrêtez si je me trompe en termes de chiffres, mais je crois que c'est à peu près ça. Bon, est-ce que vraiment on a besoin de ça, quoi? Ouais. Voilà. Donc, est-ce que ce contenu-là qui est fabriqué C'est ça. en copier-coller, on ne peut pas le remplacer par un Mais contenu bien sûr. qui serait, pour le coup, original, Bien qui sûr, ça coûterait traiterait moins cher et plutôt d'autres sujets et de façon et qui permettrait en fait en plus une forme de représentation plus large. Aujourd'hui, on voit bien que beaucoup des gens dont on parlait qui répondent à ces questionnaires disent oui, mais en fait on n'est pas représenté, on ne nous entend pas parler, nos questionnements n'apparaissent jamais dans la presse ou dans les médias, etc. Là, on pourrait en fait aller chercher ça et puis pas bâtonner et puis avoir une rédaction automatisée. Donc c'est une forme d'hybridation entre le travail humain et l'inventivité et la créativité humaine, et puis aussi des formes d'intelligence artificielle qui sont hybrides, donc un peu entre le génératif et d'autres systèmes. Et pour Encore deux répondre à questions votre assez courtes question, sur celle-ci, encore avant d'arriver au sujet modèle économique. La première, c'est est-ce qu'il y a à votre connaissance déjà des médias qui sont vraiment entrés de manière approfondie dans cette logique? Je crois Ou pas, et quelles ont été les réactions? Je crois pas. La seconde, c'est, alors, j'ai pas en tête la composition exacte de la commission de la carte de presse, mais j'imagine que la CFTC n'y est pas reçu. n'y est pas représentée, pardon. Bah donc, j'ai pas de seconde question. Non, parce que ma seconde question était sur la commission, pardon. D'accord. Non. Et pour revenir peut-être à votre question, celle sur laquelle moi je me positionne sur le sens au travail. Véritablement, on va pas on va pas se voiler la face. Si intelligence artificielle il y a, si tant est que le travail soit accompagné, que le personnel soit formé, tu l'as précisé, Gérald, si le personnel est formé, qu'il y ait de l'accompagnement et qu'il y a un réel dialogue social, avec une certaine maturité aussi de la part des acteurs autour de la table, je pense que on devrait pouvoir essayer, en tout cas tenter de créer un nouveau modèle de travail, oui. Mais Faut pas que ce soit un choc. Faut pas que ce soit un choc, c'est ça en fait. Le truc, c'est que ce soit une confusion plus qu'un choc en réalité. Sinon, effectivement, c'est la catastrophe. C'est ce qu'on a vu avec Ebra qui a proposé en fait ChatGPT pour réécrire les papiers des correspondants. Ils y viennent. Moi-même en formation, c'est un des cas pratiques les plus évidents. Mais il faut pas balancer ça comme ça, comme une grenade dégoupillée au milieu de la rédaction. Sur comment trouver des ressources autres que la publicité, je ne sais pas si je suis habilitée à répondre en lieu et place des entreprises véritablement qui, à moins que tu aies été une donnée, toi, Gérard. Alors moi, pour faire suivre en fait sur cette question-là, c'est-à-dire que aujourd'hui, il y a une forme on reproduit avec les grands acteurs de l'intelligence artificielle, donc OpenAI notamment, un peu ce qu'on essaye de faire avec les droits voisins et Google. C'est-à-dire qu'en fait, on va les voir et on leur dit, bon, écoutez, vous utilisez nos contenus, merci de nous payer, merci, au revoir. Bon. Et à mon avis, c'est une erreur fondamentale qui va nous précipiter dans une situation très, très, très précaire. Parce qu'on crée un lien de dépendance sans contrepartie et qu'en réalité, le jour où ces entreprises décident de couper le cordon, elles coupent le cordon et elles s'en foutent.
C'est ce qu'on voit avec Facebook, avec les autres. Et elles partent Donc, avec notre contenu. et elles partent avec le contenu qu'on a, voilà, et puis d'autant qu'en plus elles ont déjà le contenu, puisqu'elles ont déjà, sans le consentement de la plupart des éditeurs de presse, entraîné leur intelligence artificielle là-dessus. Justement, je voulais vous poser à ce propos-là une question là-dessus. Il y a deux grandes sources de rémunération potentielle des contenus par l'intelligence artificielle, qui pour le moment les deux compteurs sont à zéro, donc c'est très mal. C'est d'une part la rémunération des contenus sur lesquels s'entraîne l'IA, et puis d'autre part, à un niveau plus aval, la rémunération des contenus utilisés par les intelligences artificielles génératives pour produire des contenus, des articles de journaux, etc. Je ne vois pas que les droits voisins puissent tellement servir. Enfin, c'est un modèle intéressant, mais il faudrait d'abord pouvoir identifier les contenus d'entraînement des intelligences artificielles. Oui, c'est ça. Or, ça, est-ce que vous avez réfléchi à ça? Est-ce qu'il y a une manière qui soit technologiquement viable de sourcer les contenus sur lesquels les intelligences artificielles s'entraînent? Aujourd'hui, on ne peut pas. On ne peut pas. Aujourd'hui, on ne Donc, peut pas. Est-ce que ce n'est pas ça le grand combat? Tout l'enjeu de l'action en justice du New York Times contre OpenAI, c'est justement parce qu'ils ont en fait réussi par des moyens détournés, en reproduisant les quasi trois quarts d'articles extrêmement bien identifiés. Ils ont réussi à faire générer à ChatGPT la totalité de l'article comme elle devait sortir. Et c'est là qu'ils se sont dit, en fait, s'il est capable de nous remplir les trous, il est capable, c'est qu'ils nous ont pillé. Bon, en fait, il n'y a pas d'erreur possible. S'ils ont pillé Wikipédia, ils ont pillé tout le monde. La question, elle est moins là. C'est qu'en fait, pour moi, il y a deux choses qui doivent se développer en parallèle. On a vu très tôt, au mois de mars, je crois, dernier, se développer en fait une forme de réaction en disant on va un peu bloquer les accès aux moteurs de crawl qui viennent donc de la part d'OpenAI et autres, scanner en fait les sites de presse. Donc en fait, il y a des dispositifs techniques qui permettent de dire au moteur, allez voir ailleurs, on n'y est pas, vous n'êtes pas autorisé à voir ça. Bon, ça c'est une première chose. Mais ça c'est très bien de bloquer les contenus. Sauf que derrière, en fait, il faut la deuxième réponse. Et la deuxième réponse, c'est effectivement l'entraînement d'un moteur, d'un modèle de langage, soit par média, soit de façon plus généraliste. Et à partir de ce modèle de langage qui soit formé, on dit très bien, maintenant tout le monde qui fait partie du consortium qui aurait abondé à ce moteur, à ce modèle de langage, tout le monde bloque les accès, et le plus dur possible pour éviter qu'il y ait une reprise de tous les contenus à partir de telle date, parce que tous les contenus qui sont déjà publiés, ils sont publiés, ils sont pompés, mais disons qu'à partir de 2023, on bloque tout. Et si OpenAI, si Microsoft, si Google, si machin veut obtenir des contenus qui soient en ligne avec la factualité, en fait, on leur donne l'accès à l'API contre une rémunération. Donc en fait, on recontrôle l'accès à l'API, enfin l'accès à la donnée. Et ça peut se faire au niveau français, ça peut se faire au niveau européen, sans problème. Si OpenAI veut, comment dirais-je, opérer en Europe, il doit passer par les API soit nationales des médias nationaux, soit par une API européenne, ce qui pourrait être bien en plus, parce que ça permettrait d'avoir un modèle qui permettrait aussi l'équivalence linguistique, les équivalences en fait de traitement d'informations. Enfin, on pourrait avoir des modèles hyper riches, factuels. Bon, voilà, mais après, c'est aussi une organisation industrielle qui doit être mise en place. Là, pour moi, il y a un revenu assez important qui peut se dégager. Et après, c'est un partage de revenus au sens d'un collectif, comme une redevance, une forme une licence. Elle a été très développée, cette idée d'API française ou européenne? Je ne crois pas qu'elle a été développée. Moi, j'en ai parlé dans un guide que j'ai publié il n'y a pas très longtemps, au mois de juillet dernier. Je crois qu'aux États-Unis, Jeff Jarvis, qui est un observateur des médias assez affûté, qui parle de ça également. Je pense qu'il y en a d'autres, mais vous avez un peu, ça fait un peu la même démarche. Bon, voilà, en fait, à mon avis, c'est la pensée logique en fait qui vient quand on sort en fait du modèle propriétaire, on a un modèle open source, voilà. Mais le contrôle de la donnée, c'est ce qui fait le pouvoir aujourd'hui. C'est par là qu'on doit passer.
Je me permets de revenir à nouveau sur le sujet des médias plus traditionnels, disons. Comment est-ce qu'on peut envisager la réelle indépendance d'une rédaction par rapport au pouvoir de l'actionnaire? Comment est-ce qu'on peut imaginer mettre ça en place d'une façon qui ne fasse pas en sorte que les actionnaires potentiels désertent complètement le marché des médias? Parce qu'en fait, c'est un petit peu ça le problème, c'est qu'on aimerait bien dire, bon, bah, d'accord, tu as fait un chèque de X millions d'euros, mais maintenant, tu t'occupes plus de la façon dont le journal que tu as acheté fonctionne, la rédaction doit être totalement indépendante. Là, on voit bien que ça a un effet totalement désincitatif sur les actionnaires potentiels de médias qui ne se portent pas bien. Donc, comment est-ce qu'on arrive à réconcilier, ça c'est vraiment au cœur de votre sujet par contre, comment est-ce qu'on arrive à réconcilier, donner suffisamment d'incitation là où se trouve l'argent et en même temps préserver l'indépendance des journalistes et des médias? Comment c'est possible? On y arrive assez bien, rassurez-moi. On y arrive assez bien à date. Très Il y a bien. des tas de gens qui disent que non. Hein. Donc, et là, notamment, quand on regarde les sondages d'opinion, tout le monde pense que les rédactions sont inféodées soit aux annonceurs publicitaires, soit à leurs actionnaires, soit au pouvoir politique quand il s'agit de l'audiovisuel public. Le salarié a peut-être un rôle à jouer au travers de la SDJ, notamment sur la ligne éditoriale, lorsqu'on est amené à pouvoir se positionner sur la ligne éditoriale si elle nous paraît ne pas être en phase avec le métier de journaliste que nous faisons, ou tout simplement en lien avec... Là, vous évoquez une entreprise qui évoluerait, qui a tendance sur laquelle on a tendance à indiquer qu'il n'y a pas d'indépendance. Je fais état de deux choses. D'une part, une perception de la part du public des Français, du fait que les rédactions ne sont pas indépendantes. Alors, soit elles ne sont pas indépendantes de leurs actionnaires, soit elles ne sont pas indépendantes du pouvoir des annonceurs publicitaires, soit elles ne sont pas indépendantes du pouvoir politique, suivant le segment que l'on considère. Donc, il y a une perception très forte de cette non-indépendance, réelle ou fantasmée. Il y a évidemment l'épisode récent, Bolloré, Journal du Dimanche, etc. On voit bien quand même qu'il y a un petit impact de qui est l'actionnaire sur la rédaction. Et puis d'un autre côté, il y a des journaux qui se portent mal et qui ont besoin d'actionnaires. Donc comment est-ce qu'on concilie l'offre et la demande dans cette histoire? Je n'arriverai pas à répondre à votre question véritablement, peut-être la poser aux principaux dirigeants d'entreprise. Je pense oui, mais vous êtes plutôt de l'autre côté. Donc, moi, je suis de l'autre côté pour servir et défendre effectivement les intérêts des salariés. Malheureusement, les organisations syndicales sont sous-représentées dans les conseils d'administration. On a des conseils d'administration dans lesquels siègent des administrateurs dits salariés, mais on est sous-représenté. Donc, notre voix, malheureusement, peut-être qu'une proposition à formuler aux politiques, c'est de faire en sorte que les instances représentatives du personnel soient plus présentes dans les conseils d'administration, là où finalement sont votés les axes stratégiques de l'entreprise. Mais peut-être proposer une adhésion à un syndicat X ou Y au moment de la réception des cartes de presse. Il y a aussi ça, ce truc-là, ou d'une association professionnelle de journalistes. Ça peut aussi rééquilibrer le collectif face à ce genre de pouvoir. Ouais, mais l'adhésion, malheureusement, n'agit malheureusement pas sur la stratégie d'une entreprise. Donc, si la stratégie, elle est dictée effectivement par l'actionnaire, c'est l'air de dire l'actionnaire ou par de la publicité, c'est un axe stratégique de l'entreprise dans lesquels les organisations syndicales et pour lesquels les organisations syndicales sont faiblement représentées là où sont même décidées cette stratégie d'entreprise. Néanmoins, on peut questionner et encore une fois, je le répète, il y a quand même une société des journalistes qui peut se créer et qui peut effectivement rappeler qu'on n'est pas ou peu en phase avec la ligne éditoriale souhaitée. Et peut-être là, à ce niveau-là, les représentants des salariés au travers des SDJ n'ont pas de mandat
mandat de protection non plus. Donc, ça ne libère pas forcément la parole. La voix, elle est souvent portée par les organisations syndicales, très peu par la SDJ. Comment vous avez parlé des SDJ à plusieurs reprises, la complémentarité ou la contradiction entre les syndicats de journalistes et les SDJ? Parce que parmi les propositions, et moi je pose vraiment des questions ultra ouvertes, je fais cet exercice-là aux états généraux, faut pas, je n'ai pas d'arrière-pensée, j'essaie vraiment de bien comprendre tous les enjeux. Mais on voit bien qu'il y a des propositions qui consisteraient, par exemple, à donner des droits et des protections aux SDJ, statut aux SDJ, etc., en considérant que les SDJ ne seraient pas sur les intérêts catégoriels des journalistes, des salariés, mais seraient sur les questions de ligne éditoriale, d'indépendance éditoriale. On voit bien qu'il y a des réactions syndicales assez hostiles à cette idée-là. Et pourtant, c'est une réalité, c'est-à-dire que les SDJ, elles sont là pour porter la voix, on va dire, des journalistes d'un point de vue éditorial. Les organisations syndicales sont là pour représenter les salariés, remonter finalement les revendications individuelles. Ça vous convient bien. Ça nous convient et on est même parfois très complémentaires, in fine. Mais on n'est pas là, nous, en tant qu'organisation syndicale, pour revoir la ligne éditoriale d'une entreprise. La SDJ est là pour, mais on est complémentaires, on arrive à travailler en concertation. Donc moi, je ne les oppose pas. Pour moi, ils sont complémentaires. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres points Non. Il y avait beaucoup de choses dans cette audition, je dois dire. Oui. Vraiment, ça nourrissait beaucoup la réflexion. Si vous avez d'ailleurs sur certains points des propositions écrites, n'hésitez pas à nous les envoyer. Enfin, ça sera vraiment, Je vous reformulerai les propositions écrites. Oui, alors c'est pas pour vous redonner du travail en fin d'audition et tout ça, mais s'il y a des points spécifiques, comme vous dites, là vraiment ça peut faire. Et sur l'éducation aux médias, qu'est-ce que vous pensez de nos propositions? Puisque véritablement on en a formulé, essayer de faire en sorte que finalement le public dès le plus jeune âge puisse être sensibilisé au travers de temps dédiés dans les écoles. Il y a certaines rédactions qui permettent à leurs salariés de libérer du temps pour aller. Voilà, mais c'est pas encore, c'est pas élargi. Alors l'éducation aux médias, d'abord, c'est un gros sujet pour les états généraux qui est traité par le groupe qui est présidé par Pascal Ronfinac, qui est groupe 2 dans les états généraux. C'est beaucoup évoqué au Parlement, enfin par toutes sortes de protagonistes, et notamment dans le secteur des médias, mais pas seulement. Donc c'est un sujet, il y a un enjeu sans doute de structuration d'éducation aux médias, de financement, enfin, l'enjeu dès lors que ça deviendrait une forme de secteur à part entière, voilà, de temps, de comment s'organiser, etc. Et donc là, il y a tout un travail qui est mené. S'agissant du temps alloué à l'école, là, pour avoir vu un certain nombre de cénacles où il en était question, il y a une grande demande extérieure au ministère et de l'Éducation nationale, parfois à l'intérieur du ministère, de dégager du temps. Puis en face, vous avez des inspecteurs généraux, mais dont je ne récuse absolument pas la pertinence, au contraire, mais qui disent tout le monde demande une allocation de temps spécifique et croyez-nous, on a déjà en fait le temps il est déjà extrêmement rare et en fait on n'a pas de temps particulier à dédier. Donc là encore, je présente les choses de manière assez neutre et en posant les termes du débat, mais là-dessus il y a un débat entre les différents acteurs. Alors, il y a des expériences étrangères qui sont intéressantes dans ce domaine, hein. Par exemple, l'expérience finlandaise qui consiste non pas à avoir un temps spécifique alloué à l'éducation aux médias, mais à considérer que ça fait partie intégrante du programme de maths, etc. Par exemple, comment décrypter une statistique, comment comprendre comment elle est construite. Alors évidemment, ça, c'est pas à l'école maternelle, mais à l'école maternelle, il y a des tas de choses qu'on peut apprendre aussi du point de vue du décryptage scientifique d'une information qui se présente comme scientifique. Comment est-ce que je peux la remettre en question, la confronter avec un autre savoir scientifique que je l'ai par ailleurs, et à me dire, tiens, ces deux choses-là ne sont pas compatibles. On me dit que c'est une personne sur 2 qui, mais là, on me dit c'est 1 sur 10, alors c'est quoi? Enfin, bon. Donc, les profs de maths peuvent œuvrer à ça, les profs d'histoire, les profs de français, et du coup, ça fluidifie un petit peu. Alors, évidemment, les profs peuvent aussi râler qu'ils n'ont pas suffisamment de temps pour faire le programme qu'il aurait alloué dans une année donnée, mais malgré tout, c'est plus simple quand même que de dégager des moyens supplémentaires avec... alors, les profs peuvent être formés à ça, mais je pense qu'il y a des solutions à aller chercher dans ces
des pays qui manifestement ont... Et alors c'est intéressant parce qu'en Finlande justement, la plupart des sondages d'opinion montrent qu'il y a une plus grande confiance dans les médias et que à la fois les gens ont un esprit critique assez développé, mais en même temps ils ont plus confiance dans les médias qui leur sont proposés. Donc ça vaut le coup de se demander s'il n'y a pas un lien par hasard entre les deux. Bien, merci Très beaucoup. bien. Merci. Merci. Merci pour votre temps.